Dr Eric David. Merci, merci de m'avoir invité à cette réunion. Et donc, on m'a demandé de vous parler des faiblesses et des manquements de la Minuar pendant le drame rwandais en avril 1994, juillet 1994. Et donc, je vais vous exposer cela. Et alors, voilà, vous avez sur l'écran, j'espère que c'est assez grand pour que les gens derrière puissent le voir, ou sinon il faudrait peut-être un petit peu agrandir, un petit peu zoomer sur le texte, les différents éléments qui expliquent les faiblesses, vraiment, les faiblesses, quand je dis les faiblesses, c'est vraiment les manquements de la Minuar pendant la durée du génocide et des massacres qui ont eu lieu au Rwanda en avril, juillet 1994. L'explication de ces faiblesses, de ces manquements est multifactorielle, comme souvent d'ailleurs, comme la plupart des phénomènes humains, c'est souvent l'addition d'un certain nombre de facteurs qui conduisent à ce phénomène. Et voilà, si vous me remettez le texte, je ne le connais pas par cœur, ça sera un peu difficile. Alors, remontez un petit peu, si vous voulez bien. Non, on n'est pas. Oui, voilà, c'est pas super, excellent. Voilà. Alors, un des premiers éléments, c'est l'insuffisance des moyens qui ont été mis à la disposition à l'époque des Nations Unies. Les Nations Unies voulaient, en 1993, créer une opération de maintien de la paix. Un expert des Nations Unies parlait d'un contingent de 8000 hommes. Le général Dallaire, qui a commandé donc la Minuar, mission des Nations Unies au Rwanda, lui avait demandé 4500 hommes, sans bien connaître d'ailleurs la situation. Il s'était bien rendu au Rwanda un petit peu auparavant, et alors il estimait que le contrôle de la situation à l'époque, donc en 1993, exigeait qu'il ait un contingent de 4500 militaires. Alors les États-Unis faisaient très fort, eux, ils voulaient simplement une présence symbolique de 100 hommes. Il faut savoir que les États-Unis avaient ramassé gros, si j'ose dire, sur la pomme, c'est le cas de le dire, la grosse pomme, avec l'échec tout relatif, mais enfin quand même l'échec de leur intervention en Somalie l'année précédente. Il faut savoir qu'en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, les membres permanents, à cause de leur qualité de membres permanents, payent beaucoup plus dans les contributions au maintien de la paix que les autres États membres des Nations Unies. Et donc, ça faisait une grosse dépense. Déjà que les États-Unis avaient une sérieuse dette à l'égard des Nations Unies, et par conséquent, non d'une part, ils avaient peur d'un nouvel échec de type somalien. Entre parenthèses, c'est extraordinaire de voir comment cet État, que l'on croit souvent comme étant extrêmement avancé, comme ayant des experts dans tous les domaines, confondait la situation en Somalie avec la situation au Rwanda. Pour eux, au fond, tout ce qui se passe au sud du tropique du Cancer, c'est la même chose. Ce qui était évidemment, c'est d'une stupidité, d'une naïveté hallucinante. Bon, je vous en reparlerai par la suite, on le verra, mais enfin voilà, ceci explique cela. Et donc, eux, ils étaient très hostiles à une forte opération de maintien de la paix, comme on dit aujourd'hui, une robuste opération de maintien de la paix. Et outre cela, outre le nombre de militaires qui a finalement été réduit à 2548, c'est le nombre d'hommes que le secrétaire général a proposé au Conseil de sécurité parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas en obtenir davantage. La France, elle, disait que 1000 hommes, ça devait suffire largement. Donc finalement, si vous voulez, on a un petit peu coupé la poire en deux et c'est un contingent de 2548 hommes. Et alors les moyens logistiques de la mission n'étaient même pas à la hauteur de ses ambitions. Par exemple, le contingent du Bangladesh est arrivé sans même les fournitures les plus élémentaires. Alors je mets des guillemets. Oui, pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, l'exposé que je fais ici, je ne sais pas si M. Sixbert est là ? Si vous avez pu commander
mes livres, mes ouvrages, Oui. vous avez pu les commander? Non. Pas encore, mais je vais le faire. Parce que voilà, ce que je vous suis occupé à vous dire ici, comme vous savez, publicité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, et j'ai commis un petit ouvrage pour l'édition L'Harmattan il y a 2 ans de cela, qui porte sur les rapports belges, français, des Nations Unies et de l'OUA sur le génocide au Rwanda. Au départ, le directeur de collection m'avait demandé une préface pour un gros ouvrage que les éditions L'Harmattan voulaient publier, qui aurait repris tous les rapports qui ont été publiés sur la question. Donc le rapport belge, le rapport du Sénat belge, le rapport de l'Assemblée nationale française, le rapport des Nations Unies et le rapport de l'OUA. Puis finalement, quand ils ont calculé le nombre de pages, ils se sont rendus compte que ça ferait plus de 1000 pages, donc même un certain nombre de pages d'ailleurs en néerlandais pour le rapport belge. Et donc là, ils ont renoncé. Et alors le directeur de collection, pour me consoler, j'avais déjà fait quand même une préface assez longue, m'a dit, écoutez, on va publier alors votre préface comme une simple petite plaquette. Ce que j'ai accepté, évidemment, mais il valait mieux ça plutôt que ça passe aux oubliés de l'histoire. Et je dois dire que je considère que cette plaquette qui fait quelques 80 pages et que je vous recommande à tous sur l'achat, qu'il n'est pas très cher. Hein. Si nous éditions L'Harmattan, j'avais demandé à M. Sixbert de bien vouloir en commander quelques exemplaires en dépôt pour que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez. Enfin, ça coûte une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Et je dis, en le relisant récemment, je me dis, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. C'est rare qu'on s'auto-félicite, on s'auto-congratule, mais quand on me reçoit, je me dis, non, c'est quand même pas mal ce truc. Hein, où vraiment, vous verrez, je casse du sucre sur le dos de la communauté internationale pour son invraisemblable passivité au moment des atrocités qui se sont commises au Rwanda. Et je crois que c'est, de ce point de vue-là, ça vous donne, j'ai simplement fait une synthèse des 4 rapports dont vous parlez, qui ont été faits à l'époque. Eh bien, cette synthèse des 4 rapports, je dirais, se trouve dans ce petit ouvrage, et où je fais à la fois d'abord une synthèse rapport par rapport, et puis ensuite une synthèse globale en montrant les éléments qui sont, je dirais, propres à certains rapports qu'on ne retrouve pas dans d'autres, comme par exemple, je ne sais pas si vous pensez au rapport belge. Un des grands éléments du rapport belge, c'est évidemment le massacre des 10 paracommandos belges le 7 avril 1994, qui fait une grosse partie, mais c'est pas la seule partie, il y a d'autres éléments aussi. Et dans tous les rapports, il y a des éléments qui sont vraiment extrêmement importants et qui illustrent bien, je dirais, ce qui s'est passé. Ce serait peut-être sympathique de remettre ma clé USB sur l'écran. Donc, comme je vous disais, il y avait 2548 âmes, finalement, qui ont été envoyés au Rwanda. Et parmi ces 2548 âmes, il y avait en fait un contingent qui était vraiment bien équipé, c'était le contingent belge, qui était bien armé. Ils n'avaient pas des armes très lourdes, mais enfin, ils avaient des éléments quand même. Ils avaient les possibilités de se défendre et d'agir de manière cohérente avec le mandat qui leur avait été attribué. Oui, apparemment, là, il y a un petit problème. Et malheureusement, certains contingents sont venus avec vraiment très peu de choses, sinon rien du tout. C'était le cas du contingent bangladais, du contingent du Bangladesh. Bon, je crois que je vais devoir prendre mon ordinateur pour pouvoir voir où je suis exactement, parce que comme je ne connais pas mon texte par cœur, et pour ne pas vous faire languir. Voilà. Alors, voilà, donc, vous voyez un petit peu l'état de la mission, qui n'était donc pas extrêmement puissante, mais enfin, qu'il y avait quand même des éléments, et notamment, tout le monde considérait que le contingent belge était un petit peu le fer de lance de la mission, même si c'est lui qui a payé le plus gros prix. Alors ça, c'est un premier point, c'est donc, si vous voulez, ce qui va expliquer la suite, et notamment la passivité, la relative passivité. Je dis relative parce que vous allez voir que quand même, ils se paraissaient totalement passifs, les soldats de la Minuar, qui expliquent donc les faiblesses et les manquements de cette mission. Deuxième point, ce sont surtout les erreurs d'appréciation qui ont été faites de la situation. Par exemple, il y avait eu un excellent rapport par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Wali Bakr Ndiaye, qui avait fait ce rapport pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies,
une semaine à peine après la signature de l'accord d'Arusha du 14 août 1993. Et dans son rapport, Ndiaye dénonce les massacres de caractère purement ethnique qui ont lieu au Rwanda, et il évoque même, ça se trouve dans son rapport, il évoque même l'hypothèse qu'il puisse y avoir des actes que l'on peut qualifier de génocide. Nous sommes en 1993. Donc c'est dit qu'il y avait déjà là, si vous voulez, l'alerte était donnée. On ne peut pas dire que les Nations Unies s'avançaient en terrain totalement inconnu. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, le secrétaire général des Nations Unies, estimant que le Conseil de sécurité n'accepterait pas les 4500 soldats demandés par Roméo Dallaire, le général canadien, pressenti pour cette mission, avait proposé donc 2548 hommes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Conseil de sécurité avait, dont le mandat était, vous allez voir, je donne un peu plus loin les termes du mandat, qui n'était pas si mauvais que cela. Le mandat demandait au bataillon de la Minuar, ou à l'opération de la Minuar, d'assurer la sécurité, notamment dans Kigali et la région avoisinante, les régions voisines, et de superviser la sécurité dans l'ensemble du Rwanda, qui quand même, finalement, donne, je dirais, à cette opération des coudées assez franches pour agir en fonction des éléments, des circonstances. Et alors, il y avait un article extrêmement intéressant dans les règles d'engagement, ROA, Rules of Engagement, qui était annexé en quelque sorte au mandat de la mission, et qui permettait véritablement, enfin qui ne permettait pas, qui exigeait que la Minuar agisse lorsqu'il était le témoin d'actes de violence à caractère ethnique, que les soldats de la Minuar ne pouvaient pas rester simplement passifs, simplement observateurs, ils devaient réagir. Alors, autre chose que l'on peut aussi regretter, c'est que, par exemple, on n'ait jamais demandé l'arrêt des émissions de la radio-télévision libre Mille Collines, qui diffusait les messages de haine et d'appel et les incitations au massacre que vous connaissez. Là aussi, il y a une erreur d'appréciation extrêmement forte. Alors, pourquoi est-ce que je parle de confiance de la Minuar à l'égard des phares des forces armées rwandaises? Alors ça, c'était un petit peu à cause de... Ça touche plus particulièrement, je dirais, la situation des commandos belges qui gardaient, comme vous le savez certainement, la résidence de la première ministre, Madame Agathe, et qui avait accepté, le lieutenant Lotin avait accepté de remettre ses armes aux miliciens rwandais, enfin à l'armée rwandaise qui les entourait. Il n'y avait pas beaucoup d'armes, enfin ils en avaient quelques-unes quand même. Et ça, c'était une erreur militaire, je dirais, assez flagrante. Et c'est parce qu'il y avait déjà eu dans le passé des incidents du même genre qui apparemment s'étaient bien terminés. Et donc c'est sur la base de cela qu'ils se sont dit, bon, allez, on peut leur faire confiance. Et puis ensuite, lorsque il y a eu des propositions d'intervention de militaires belges qui étaient présents à ce moment-là, et notamment, il y a... Chaque fois que je parle de ça, je me sens terriblement ému, parce que c'est quelque chose de tellement énorme. Il y a un officier belge qui parle au major Dewey, qui était l'officier qui commandait la mission avec Marshall, avec le colonel Marshall, et il lui dit, écoutez, je suis ici avec des mini-mini, ce sont des mitraillettes, nous avons des véhicules, on peut intervenir. Et Dewey lui répond, non, écoute, on va s'arranger, c'est pas la peine. Et ça, c'était quelque chose qui était très courant. On ne voulait pas, la Minuar ne voulait pas donner l'impression d'une opération de force, d'une opération coercitive. Par exemple, les petits blindés que la Minuar possédait, lorsqu'elle patrouillait, le plus souvent, c'était avec les mitrailleuses qui étaient sous un cache, pour ne pas donner l'impression d'une mission de type chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc une mission de caractère coercitif, comme il y en avait eu, par exemple, en Somalie. On voulait jouer profil bas le plus possible. Et alors, à propos de cela, notamment, il y avait eu des relations, semble-t-il, entre les officiers supérieurs belges et les forces armées rwandaises,
où on les avait rassurés, on leur disait, mais vous allez voir, tout va s'arranger, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs ensuite ce qui s'est passé lorsque Dallaire est passé à proximité du camp militaire de Kigali. Il a vu 4 militaires belges qui gisaient sur le sol, qui avaient déjà été lynchés par les forces armées rwandaises. Il a voulu s'arrêter. Le chauffeur lui a dit non, c'est trop dangereux, il ne peut pas s'arrêter. Il est arrivé lors d'une rencontre avec Bagosora, et au lieu de taper vraiment le poing sur la table, comme il aurait dû le faire, pour marquer le sentiment de révolte par rapport à ce qu'il avait vu, il a essayé de négocier diplomatiquement pour qu'on mette un terme à cette situation, où il restait quand même 6 militaires qui étaient réfugiés dans une cabane, dans un bungalow des forces armées du camp militaire de Kigali. Et là aussi, il a manqué probablement, je dirais, pas d'énergie, mais peut-être de conviction dans son action, faisant probablement confiance aux forces armées rwandaises, ce qui était une faute d'appréciation. Alors, l'absence du secrétaire général des Nations Unies à certaines séances du Conseil de sécurité, oui, il faut savoir que il y a eu certaines séances du Conseil de sécurité où on a parlé de la situation rwandaise et où le secrétaire général des Nations Unies a brillé par son absence. Et c'est dommage parce que il jouissait quand même d'un poids moral important et sa présence aurait peut-être permis d'influer davantage sur les actions qu'il fallait faire, la manière dont il fallait absolument réagir par rapport à ce qui se passait au Rwanda. Et où, malgré tout, vous savez, les Nations Unies étaient informées à peu près heure par heure de ce qui se passait au Rwanda. Enfin, moi-même, je me souviens très très bien qu'à l'époque, au même moment, cette semaine du 7 avril 1994, j'étais à Québec, où je participais avec mes étudiants à un concours de plaidoirie en droit international humanitaire. Vous voyez le contraste. Faire du droit international humanitaire, comme ça, avec les étudiants, et puis au même moment, il y a ces horreurs qui se commettent au Rwanda. Et c'est vrai qu'on voyait sur les écrans de la télévision canadienne, à peu près à chaque émission, des extraits de ce qui se passait au Rwanda. Donc, on ne pouvait pas dire que les Nations Unies étaient ignorantes. Et là, peut-être que le secrétaire général, s'il avait eu plus de poigne, plus de force, aurait pu faire quelque chose pour empêcher pour conduire le Conseil de sécurité à prendre des mesures beaucoup plus sérieuses afin de mettre un terme au massacre qui était occupé à se commettre. L'absence de qualification de génocide par le secrétaire général des Nations Unies, jusqu'à fin avril, on ne parle pas de génocide, alors que c'est clairement, dès le 7 avril, les actes qui sont commis, les gens qui sont massacrés, ils le sont parce que la plupart d'entre eux, ce sont des Tutsis, donc c'est en raison de leur appartenance ethnique qu'ils sont massacrés. C'est tout à fait la définition du génocide au terme de la Convention de 1948. Mais il faut attendre fin avril pour que le mot génocide apparaisse dans le discours du secrétaire général des Nations Unies. Et alors, là, quand même, c'est seulement à la mi-mai 1994, il y a déjà 200 000 morts à ce moment-là, qu'on décide quand même qu'il faut faire quelque chose. On avait déjà, entre-temps, on avait réduit, j'y reviens dans quelques instants, on avait réduit la minuar de ces 2500 hommes, on l'avait réduite à 270 hommes, et c'est seulement le 16 mai qu'on adopte une nouvelle résolution où on décide de reconstituer la minuar avec un effectif, cette fois-ci, de 5500 hommes. Alors, ce qu'on peut aussi regretter toujours dans ces erreurs, ce que j'appelle les erreurs d'appréciation, c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que je parle de causes multifactorielles de ces horreurs. C'est l'absence d'avertissement que l'ONU aurait pu faire au gouvernement intérimaire de l'époque en disant que ce qui se passait au Rwanda allait entraîner certainement la responsabilité individuelle des membres du gouvernement, responsabilité qui accompagne la perpétration des crimes de génocide et des crimes de guerre qui étaient commis à l'époque. Vous savez, ce n'aurait pas été une nouveauté. Déjà en 1915, le Royaume-Uni, la France et la Russie avaient averti le gouvernement ottoman qu'il tiendrait tous les membres, je dis bien tous les membres du gouvernement ottoman, pour responsables des massacres
commis au préjudice des Arméniens. Sorry. Ce manquement est véritablement quelque chose que l'on peut aussi reprocher à cet égard aux Nations Unies. Alors, bien sûr, la réduction de la minuar, j'en parlais il y a un instant, dans la résolution qui a été adoptée le 21 avril 1994, à la suite notamment d'ailleurs du siège invraisemblable des Nations Unies, de la Belgique auprès des Nations Unies, puisque, comme vous le savez, la Belgique avait fait une véritable campagne diplomatique en disant, écoutez, ça ne sert à rien de rester là-bas, il faut s'en aller. Ça ne sert plus à rien. Et il faut savoir que d'ailleurs, que Dallaire lui-même, à un moment, a dit la même chose. Il y a un rapport qui a été fait par le major Dewey, justement, un rapport militaire sur la situation pendant entre le 7 avril et, je crois, le 15 ou le 16, je ne sais plus la date exacte, l'époque où le contingent belge a été retiré, et qui reprend à peu près heure par heure tout ce que le contingent belge a fait ou n'a pas fait. Et dans ce rapport, il y a un élément extrêmement intéressant, c'est qu'à un moment, il relate une réunion avec Dallaire, où Dallaire tient aux officiers présents ce discours: monsieur, ça ne sert plus à rien de rester ici, je vais demander à New York qu'on nous rapatrie. Ce qui est évidemment épouvantable de dire une chose pareille. Dallaire n'en parle plus dans son livre, J'ai serré la main du diable, mais ça se trouve dans ce rapport fait par le major Dewey à l'époque, et c'est quand même un élément accablant, je dirais, pour la responsabilité propre de Dallaire, qui d'ailleurs, aujourd'hui, on dit, enfin ceux qui le connaissent disent que c'est un homme qui est détruit par son expérience rwandaise. Alors bien sûr, ça ne ressuscitera pas les centaines de milliers de morts, mais enfin, bon, il se rend parfaitement compte de ce qui s'est passé, évidemment, et des erreurs qu'il a pu commettre. Et alors, l'aveuglement, remontez plutôt un petit peu, l'aveuglement du secrétaire général des Nations Unies, des membres de la minuar eux-mêmes et du Conseil de sécurité, qui continuent à favoriser, à essayer de trouver un accord pour la conclusion d'un cessez-le-feu entre les FPR et le gouvernement intérimaire, alors que la priorité, ce n'est pas cela. La priorité, c'est de mettre un terme tout de suite au génocide. Et ça, on n'en parle pas. On essaie comme si c'était, je dirais, entre guillemets, une bête guerre civile. Alors c'est vrai qu'il y a bien sûr, c'est une guerre civile, mais il n'y a pas que ça, il y a surtout le génocide. Alors, ça c'est le premier point, ce sont donc, si vous voulez, ces erreurs d'appréciation des principaux acteurs. Autre erreur, les erreurs d'interprétation du mandat. Le mandat du Conseil de sécurité était considéré comme faible. Ce n'était pas un mandat chapitre 7, c'était un mandat mission de maintien de la paix et pas un mandat mission de rétablissement de la paix. C'était une peacekeeping force, c'était pas une peace enforcement force. Et donc, à la suite de cela, la minuar s'estimait un petit peu coincée aux entournures. Mais pourtant, quand vous lisez le texte de la résolution 872, elle dit que la minuar doit contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment à l'intérieur de la zone libre d'armes établie par les partis s'étendant de la ville et dans ses alentours. Et la minuar doit aussi superviser les conditions de la sécurité générale dans le pays pendant la période terminale jusqu'aux élections. Et c'est tellement vrai que ce mandat était suffisant, tel qu'il avait été établi donc en 1993, c'est qu'en mai 1994, lorsque le Conseil de sécurité, tout à coup, retrouvant ses esprits, se rend compte qu'il a fait une bêtise en amputant la minuar des 4/5 de ses éléments, décide de la reconstituer et cette fois-ci, avec un effectif de 5500 hommes, mais le mandat que vous trouvez dans la résolution 918, qui est adoptée, je crois, le 16 mai 1994,
donc en plein milieu du génocide, à ce moment-là, eh bien, c'est les mêmes termes, on retrouve les mêmes termes que dans la résolution 872. Donc c'est dire si le mandat tel qu'il existait était suffisant. Et alors il y avait surtout, je vous le disais déjà tout à l'heure, les règles d'engagement, qui disaient, vous avez ici le texte en anglais, il peut y avoir des actes criminels qui sont ethniquement ou politiquement motivés, qui sont commis durant le mandat, et qui moralement et légalement requièrent que la MINUAR use de tous les moyens pour y mettre un terme. Alors ça, c'est quand même très fort. C'est la règle numéro 17 des règles d'engagement. Et alors, on donne les exemples, des exécutions, des attaques de personnes déplacées ou de réfugiés, des conflits ethniques, des attaques sur des soldats démobilisés, etc. Donc, la MINUAR interprète de manière beaucoup trop restreinte son mandat. Et par exemple, elle s'abstient de supprimer les caches d'armes dont on lui a d'ailleurs révélé l'existence. C'est le fameux agent Pierre, je crois qu'on l'appelle, dans les rapports, on en parle, le colonel Brackman en parle dans son livre. La MINUAR ne fait pas ce qu'elle aurait normalement dû faire. Et il y a cette espèce de neutralité persistante des Nations Unies qui refuse de voir qu'on est exactement en face d'un génocide. Et enfin, le dernier point qui montre encore aussi quelque chose de terrible, c'est qu'au moment où la MINUAR assure le départ des expatriés, le mot d'ordre, c'est les expatriés uniquement, et même les conjoints africains des expatriés, on ne les embarque pas. No locals. C'est la formule qu'on utilise, et ça, c'est vraiment le 2 poids 2 mesures dans toute sa splendeur, si j'ose dire. Alors voilà, ça c'est l'ensemble des éléments, et à côté de cela, il y a bien sûr les fautes politiques des États. D'abord les réticences américaines, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'égard du nombre de militaires de la MINUAR 1, et même lorsqu'on a voulu assurer le déploiement rapide de la MINUAR 2, on se rend compte que là encore, les Américains freinent des 2 pieds et des 2 mains. Le rapport de l'OUA, de ce point de vue-là, est terriblement accablant pour les États-Unis. Il est tout à fait, c'est le plus virulent des 4 rapports de ce point de vue-là. Il est extrêmement bien fait d'ailleurs. Il met très fort l'accent sur la responsabilité effrayante des États-Unis dans ce domaine. Et c'est vrai que la Belgique, de son côté, a une responsabilité épouvantable, parce que, non seulement par ce qu'elle a fait, mais aussi par cet extraordinaire manquement, cet extraordinaire ratage de la Belgique, qui a eu là une occasion, mais unique dans son histoire, je le dis bien, je pèse mes mots, depuis 1830 que nous sommes indépendants, jamais la Belgique n'a été aussi près de pouvoir vraiment se couvrir de gloire. À côté de cela, je dirais que l'inondation du champ de bataille de l'Isère en 1914, qui faisait qu'il y avait un petit bout de Belgique pendant la Première Guerre mondiale qui est resté, qui n'a pas été envahi, c'est vraiment de la petite bière à côté de ce qu'on aurait pu faire au Rwanda. Parce qu'avec les quelques dizaines d'hommes du contingent belge qui ne demandaient qu'une chose, eux, c'était de rester au Rwanda. Et vous connaissez probablement ce geste remarquable des soldats belges revenant à Bruxelles et brûlant ou découpant en lambeaux devant les journalistes leur béret bleu, qui était un geste tout à fait remarquable et qui, je dirais, illustre bien la frustration profonde de ces hommes qui, au fond, étaient parfaitement prêts, de ce point de vue-là, à en découdre. Et ils étaient largement assez nombreux pour pouvoir assurer des zones de sécurité, comme on l'avait d'ailleurs fait quelques mois auparavant pour la Yougoslavie. Bon, ça avait marché, mais très relative. Srebrenica est là pour nous le montrer. Et là, ça avait été aussi mais c'était différent. La situation est différente. Quand on regarde bien la situation de Srebrenica et la situation du Rwanda, ça n'a rien à voir. Srebrenica, il y avait le contingent hollandais qui était là. Enfin,
l'élément le plus significatif de ce que l'on aurait pu faire, c'est l'hôtel des Mille Collines. L'hôtel des Mille Collines, il y avait 5 ploucs qui étaient là. Tous les matins, les Interahamwe venaient, disaient on veut entrer. Et les autres disaient non, vous n'entrez pas. Ah bon? Et ils repartaient. Les Interahamwe repartaient. Et c'est comme ça que les quelques soldats de la Minuar qui étaient devant l'hôtel des Mille Collines ont réussi à sauver quand même 2000 Tutsis qui y étaient réfugiés. Hein, donc c'est la preuve que le contingent belge serait resté là. Il aurait pu créer un peu partout dans le pays des zones de sécurité où tout le monde aurait pu se réfugier. Aussi bien Tutsi que Hutu. Hein, les forces armées rwandaises se seraient battues avec les forces du FPR. Mais en attendant, on aurait pu sauver des centaines de milliers de personnes. Hein, et au lieu de cela, on est parti la queue entre les jambes. Pour ça, je dis non seulement c'est scandaleux, bien sûr, ce départ, et en plus, cette espèce de campagne diplomatique faite aux Nations Unies pour que les Nations Unies se retirent complètement, au lieu de dire aux Nations Unies, écoutez, on a perdu 10 hommes, on doit partir, parce que politiquement, c'est intenable pour nous. Hein, c'est vrai que c'est probablement été difficile de faire passer ça auprès de l'opinion publique belge. Encore que, je sais qu'il y a eu des sondages d'opinion à l'époque où la majeure partie des gens disaient que la Belgique aurait dû rester. Le Soir a publié cela à l'époque. Même si la Belgique se retirait, elle devait faire le siège des Nations Unies pour dire, écoutez, on se retire, mais nous devons être remplacés. Et il faut faire quelque chose, il faut empêcher ce qui se passe là-bas. C'est un génocide qui a lieu en ce moment. Les Belges étaient les mieux placés pour le savoir. Et on aurait pu faire quelque chose de tout à fait remarquable. Au lieu de cela, Klaas a été de ce point de vue lamentable, qu'il soit maudit, lui, et les siens jusqu'à la 7e génération. Donc je plaisante. Ses enfants ne sont pas responsables. Enfin, lui, en tout cas, certainement, il va être maudit. Vous savez, c'est très curieux parce que à un moment, j'ai bien connu son chef de cabinet, que je connais très bien d'ailleurs, qui est un homme tout à fait sympathique et extrêmement droit de l'homiste. Et quand je lui ai un jour parlé de cela, je me dis, mais Eric, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas, etc. Enfin, le discours habituel, on ne sait pas. Les observateurs externes ne savent jamais. Et il reste persuadé que c'était la seule solution. Alors, c'est pas vrai, il y avait bien d'autres solutions, bien sûr, que celle de se retirer la queue entre les jambes. Enfin, bon, voilà. Ce qui s'est passé. Alors, l'aide de la France au régime rwandais jusqu'en juin 1994, je vous signale la parution toute récente d'un livre très remarquable fait par Guillaume Ancel, qui était un officier français qui, je crois, faisait partie de l'opération turquoise et qui dénonce ce que la France a fait au Rwanda, où la France, jusqu'au mois de mai, je crois, a soutenu le régime Habyarimana. Eh bien, il a écrit un livre remarquable qui d'ailleurs, c'est le deuxième ouvrage qu'il fait. Il a fait un premier qui s'intitule Vent glacial sur Sarajevo, où il était à l'époque membre de la FORPRONU, c'est-à-dire la force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, et où il était chargé d'assurer le ciblage des batteries serbes qui bombardaient Sarajevo. Et très systématiquement, il disait, voilà, il y a telle batterie à tel endroit sur telle colline, vous pouvez y aller. Et alors, les forces de l'OTAN, normalement les forces de l'OTAN, les escadrilles de l'OTAN, faisaient ce qu'on appelle un dry run, c'est-à-dire ils passaient en rase-motte au-dessus des batteries, qui les regardaient, faisaient coucou, et puis ensuite ils repartaient, et c'était tout. On s'abstenait de bombarder ces batteries, alors qu'on aurait pu le faire. Et alors, il y a eu plus fort encore, c'est qu'un jour, Guillaume Ancel rentre dans une salle de dispatching de son quartier général et il voit sur un écran de télévision des exécutions de gens. C'était les exécutions de Srebrenica, qui donc étaient filmées en direct par des avions de l'OTAN. Et l'OTAN était donc informé minute par minute de ce qui se passait à Srebrenica. L'OTAN, qui avait tout à fait les moyens d'intervenir, n'a rien fait. Quand j'ai vu ça, quand je l'ai d'ailleurs écrit, très gentiment, il m'a répondu tout de suite. J'ai dit, mais ce que vous dites, c'est vrai, ce que vous dites, vous pourriez témoigner de cela.
Et il m'a téléphoné 2 jours plus tard, et donc je suis presque à tu et à toi avec, enfin je suis à tu et à toi avec lui. Il m'a dit, écoute, c'est tout à fait authentique et je suis bien sûr prêt à témoigner de cela. Et bien là aussi, il y a une abstention hallucinante, de nouveau, de la communauté internationale, en l'occurrence de l'OTAN. Eh bien voilà, vous voyez, l'histoire se répète, et alors je vous en parle parce que je vous parle de ces anecdotes, si j'ose dire, parce que il vient d'écrire un livre justement sur les responsabilités de la France dans les soutiens au régime Habyarimana, qui vient de sortir tout récemment en France. Alors, l'absence des États-Unis à intervenir, oui, ça c'est d'un des rapports, je pense que c'est le rapport de l'OUA, qui met très bien ça en évidence, c'est que les États-Unis avaient à l'époque des forces en état de combattre au Burundi, qui étaient déployées au Burundi, et qui auraient donc très facilement pu intervenir. Les États-Unis n'ont pas levé le petit doigt. Et alors, je cite, je casse du sucre sur le dos de la Belgique, des États-Unis, de la France, mais aussi, mais il faut dire que tous les États sont responsables. Parce qu'au moment où, le 16 mai 1994, on décide de créer la MINUAR 2, les États ne se sont pas empressés d'envoyer des troupes. Ils sont restés, ah oui, très bien, on va faire une nouvelle mission, oui, très bien, très bonne idée. Personne n'a envoyé de troupes. Et donc là, il faut féliciter d'ailleurs, c'est ce que fait d'ailleurs, je crois, le rapport de l'OUA, qui félicite les contingents, je crois que c'était tunisiens et sénégalais, qui sont restés sur place et qui, avec des moyens très limités, ont quand même réussi à sauver environ 4 à 5 000 personnes d'un massacre certain. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Mais voilà, on aurait pu faire 1000 fois plus que ce qu'on a fait en l'occurrence. Et ce qui vous montre donc qu'il y a certainement une responsabilité écrasante de tous les États dans le génocide. Eh bien, il y en a malheureusement certains qui ont plus de responsabilités que d'autres, Belgique, États-Unis et France, et alors aussi la responsabilité du secrétaire général des Nations Unies, qui n'a pas du tout été à la hauteur de sa mission. Non seulement le secrétaire général, M. Boutros-Ghali, qui est pourtant un homme tout à fait remarquable, mais aussi son successeur, Kofi Annan. Je tiens d'ailleurs à signaler que lorsque Kofi Annan a obtenu le prix Nobel de la paix, j'ai obtenu de ma faculté qu'une lettre de protestation soit adressée au comité Nobel de la paix pour dire que c'était un véritable scandale que d'avoir nommé au prix Nobel de la paix, d'avoir choisi un homme qui était le responsable du département des Peacekeeping Operations, des opérations du maintien de la paix, au moment du génocide, et qui lui-même aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait en l'occurrence. Merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup de cette intervention.